Euh, Bonjour euh, à toutes et à tous. Je voudrais consacrer cette vidéo à un modèle de fiche de lecture bon, en liaison avec le prologue de ce cours, donc l'histoire de la France de 1940 à 1944. Et je vais prendre volontairement un exemple compliqué parce que il vous montrera peut-être bien ce que je peux attendre euh, d'une fiche de lecture. J'ai porté donc mon choix sur le livre de Daniel Cordier qui s'appelle Jean Moulin, La République des catacombes, qui est paru en 1999 pour la première fois aux éditions Gallimard. Et si j'ai choisi ce livre, qui est d'une lecture, je le confesse, très difficile, euh, c'est à dessein, parce que, voyez-vous, il pose toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour analyser et tirer le meilleur d'un livre. D'abord, peut-on considérer que Cordier est un historien ou un témoin? Daniel Cordier, qui nous a quittés à l'automne dernier, à l'âge de 100 ans, a été en 1942-1943 le secrétaire de Jean Moulin. Et donc, à ce titre, son histoire de la résistance, qu'il a pour l'habitude de qualifier la résistance des chefs, puisque placé à un poste stratégique, il a été le témoin direct de problèmes internes à cette résistance, lesquels problèmes permettent d'englober toutes les problématiques importantes, la relation entre la résistance et le général de Gaulle, les conflits internes au sein de la résistance, sur précisément en partie, de Gaulle doit-il en être le chef, même s'il oublie, enfin s'il ne permet pas d'aborder certaines problématiques tout à fait importantes et que j'évoquerai à une autre occasion. Doit-on parler de résistance française ou doit-on parler de résistance en France? Est-ce que la France peut être représentée par des étrangers? Il y a un rôle important de réfugiés espagnols. Il y a même en Lozère des résistants d'origine allemande. La place de la résistance juive. Et pour un cas tout à fait particulier, il n'évoque pas avec précision, autrement qu'à travers la reconnaissance par le général de Gaulle du rôle du Parti communiste, ce qu'a été réellement la résistance communiste et le grand débat sur la période 1940-1941, où, si on peut individualiser ici ou là des communistes résistants, l'appareil communiste lui-même obéit à la ligne consécutive
au pacte germano-soviétique. Mais si on met de côté également, il ne permet pas d'aborder une forme d'histoire sociale, par exemple avec le rôle des femmes dans la résistance. Je pense à peut-être Bertolt Albrecht, auquel il fait allusion, vu son martyre au printemps 1943, quelques mois à peine avant que lui-même, que Jean Moulin, ne soit arrêté. C'est pas l'objet de Cordier. L'objet de Cordier, c'est le triangle De Gaulle, Jean Moulin, les mouvements de résistance. Mais ça permet aussi de jeter un éclairage sur ce que j'ai commencé à aborder, à savoir les conditions de la libération et, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y en a pas d'autre, le conflit entre De Gaulle et le Conseil national de la résistance, ne serait-ce que sur la question que j'ai déjà signalée de la proclamation ou pas de la République à la libération. Et excusez du peu, c'est pas un débat simplement anecdotique que l'on puisse considérer par pertes et profits comme cela. Donc, est-ce un livre d'histoire ou un livre de témoignages ? Ça pose d'ailleurs la question de savoir si un livre d'histoire est forcément un livre écrit par un historien professionnel. Ou est-ce que n'importe qui s'attacherait à utiliser le biais d'une méthode critique fondée sur des documents, et Cordier, de ce point de vue, se méfiant de ses propres souvenirs, s'appuie, et ça rend d'ailleurs très difficile la lecture de cet ouvrage, sur un nombre considérable de documents qu'il cite en abondance tout au long des quasi 900 pages que fait ce livre, auquel vous devez ajouter 120 pages de notes écrites toutes petites, plus d'index. Donc, de ce point de vue-là, Cordier a fait un véritable travail à la lumière d'archives souvent inédites, et donc, comme il dit d'ailleurs, l'une de ses plus grandes fiertés est d'être considéré par les historiens comme un historien. Ce n'est pas en ce sens-là un simple témoignage sur ce qu'il a vécu. Ça va beaucoup plus loin. Même si, mais c'est le propre de tout travail historique, il affirme une thèse. Et sa thèse, c'est de dire, en simplifiant à l'extrême, que Jean Moulin a joué un rôle irremplaçable parce que c'est lui qui a permis le ralliement de la résistance en France à l'autorité du général de Gaulle à un moment où cette autorité était extrêmement sérieusement battue en brèche par les alliés britanniques et américains dans les méandres du conflit Giraud-de Gaulle, consécutif au débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. Et donc ce livre mesure à la fois la manière dont Jean Moulin a
imposé au terme d'un combat très long, très complexe et très dur, l'autorité du général de Gaulle sur les mouvements de résistance qu'il a contribué à unifier, je le répète, au prix de conflits, et ces conflits seront précisément l'un des apports majeurs de son analyse, de sorte qu'il explique l'attitude de Gaulle à la libération comme étant la conséquence des difficultés que Jean Moulin avait permis de surmonter dans le fait que pour beaucoup de résistants français, l'autorité du général de Gaulle n'allait pas de soi. S'ajoute, pour être tout à fait complet, dans une troisième partie, toute la question à la fois des procès à la libération pour trouver les responsables de l'arrestation de Jean Moulin et autour donc de la personnalité de René Hardy. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour moi dans ce livre. Et la réponse aux polémiques que d'anciens résistants vont engager contre la mémoire de Jean Moulin, et notamment Henri Freinet, fondateur du mouvement Combat et résistant incontestable par ailleurs, mais qui a le tort d'accuser Moulin rétrospectivement d'avoir été trop proche des communistes, et Cordier, ulcéré par ces polémiques contre le fondateur du Conseil national de la résistance, Cordier entend montrer en quoi Freinet non seulement se trompe, mais se trompe dans une perspective, disons, un peu nauséabonde, puisque, au terme de la lecture des arguments de Cordier, c'est une accusation volontairement pernicieuse et gratuite. Donc ce livre se décompose en trois grandes parties. Une première partie appelée fort symboliquement De Gaulle, capitale de la résistance, qui est d'ailleurs, je dirais, celle qui fait à peu près la moitié de l'ouvrage. Une deuxième partie qui va jusqu'à la libération, puisque le dernier chapitre de cette partie s'appelle Rue de Paris et Allée du Pouvoir, l'héritage de Jean Moulin, et dans laquelle il explique très bien en quoi le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance n'avait pas la même autorité, institutionnellement, structurellement, etc. Et donc la troisième partie que je viens d'évoquer, et dans laquelle qu'il appelle, je vous dis, Caluire, faits divers tragiques ou incarnation de la résistance, et les controverses postérieures sur Jean Moulin. Un mot quand même plus précis sur Cordier, et vous en trouverez quand même des éléments très clairs dans l'entretien que Cordier a accordé à la Fondation Charles de Gaulle en 2003 et que je vous mets parmi quelques autres en ligne également,
sous forme de texte. Cordier est un jeune homme d'extrême droite qui ne se cache pas d'être maurassien, antisémite, voire anti-républicain. Et qui doit à sa rencontre avec Jean Moulin, lui qui voulait se battre en tant que nationaliste intégral pour casser du boche, comme il dit, qui va rencontrer toute la logique de la défense de l'idéal républicain à travers cette rencontre évidemment fondamentale, surtout dans les circonstances de la clandestinité, qui est d'être le plus proche des collaborateurs de Jean Moulin dans ces semaines décisives et qui se conclut à la fois par l'apothéose de Jean Moulin avec la création du Conseil de la Résistance, qui ne prendra, je crois vous l'avoir dit, le nom de Conseil national que après, c'est le Conseil de la Résistance, l'appellation, à l'issue de la réunion du 27 mai 1943, et le martyre de Jean Moulin. Le martyre, puisque Jean Moulin est arrêté dans la villa du docteur Dugoujon à Caluire le 21 juin 1943. C'est d'ailleurs fort significatif qu'un homme très engagé dans la défense de la République, haut fonctionnaire puisqu'il a été préfet, jouant un rôle important dans l'administration du Front populaire en tant que membre du cabinet du ministre de l'Air de Léon Blum, Pierre Cotte, organisant à ce titre une grande partie de l'aide clandestine que la France va apporter à la République espagnole. Autant de sujets qui ne sont pas neutres, je crois que chacune et chacun d'entre vous en conviendront. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard que Moulin choisisse pour secrétaire quelqu'un qui ne lui avait d'ailleurs pas été dévolu a priori, puisqu'il aurait dû travailler avec Georges Bidault. Mais vu les qualités de Moulin, entre guillemets, pique Cordier à Bidault, parce que dans l'absence de moyens qui l'empêchaient d'être suffisamment efficace dans la mission qui était la sienne, il a choisi de s'appuyer sur des jeunes dont il ne demandait qu'une chose, leur envie de se battre radicale, au motif qu'ils savaient qu'ils ne le trahiraient pas. Et je crois qu'il faut une très grande ouverture d'esprit pour quelqu'un de républicain et de gauche, comme Moulin, pour prendre un militant anti-républicain, maurassien, qui a fréquenté et qui a admiré des figures qui vont ensuite tomber dans la collaboration, puisqu'il n'a jamais caché, au-delà de son admiration pour Maurras, avant ce qu'il estime être la trahison de Maurras, mais pour des gens comme Doriot, et même, il cite à un moment quelqu'un comme Xavier Darquier de Pellepoix, qui après tout sera quand même commissaire aux questions juives de la France de Vichy. Donc, vous voyez bien que le choix par Moulin de Daniel Cordier comme
secrétaire, comme homme de confiance, puisque lorsqu'il se rendra à Londres pour une mission décisive en février 1943, il confiera la baraque à Cordier, c'est-à-dire à quelqu'un qui a une vingtaine d'années. Et quand je dis confier la baraque, ça veut dire notamment confier tous les budgets expédiés par Londres à la résistance. Et je vous laisse le soin d'imaginer de quelle manière les chefs des mouvements de résistance, qui déjà avaient une certaine prévention contre l'autorité de ce général, le général de Gaulle, émigré à Londres, émigré parce que c'est le mot qui est employé, et il est employé à dessein et dans la même lecture que l'on parlait des émigrés à propos de la Révolution française. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas très positif. Donc, quand je vous dis que l'aspect biographique, et l'aspect projet historiographique chez un auteur est capital, là je dirais que vous auriez déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages si vous vouliez avoir la prétention d'être non pas exhaustif, mais de comprendre simplement ce que révèle le choix par Jean Moulin de s'entourer de quelqu'un comme Daniel Cordier. Excusez-moi, je cherche mon tabac parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est pas bon pour ma santé, mais à mon âge, que voulez-vous, on ne se refait pas. Il faut donc bien que je refasse les autres. Allez, trêve de plaisanterie. Résumé des arguments du livre, donc deuxième partie de la fiche de lecture, suivant les canons. Oui, alors canon, c'est un truc qui fait allusion au droit canonique, donc à la religion, à la définition du dogme, et donc c'est un truc qui n'est pas critiquable. Donc ça veut dire qu'une fiche de lecture, chez vous, ça aura les trois parties, projet historiographique, résumé des arguments du livre, et un exemple. Et en conclusion, la portée du bouquin. Et je suis pour la liberté créatrice et la vôtre, ça, je ne vais pas vous enlever ça, hein, les enfants, mais sur l'organisation générale, trois parties, comme le plan de votre dossier, ce sera trois parties, contexte, crise, produit. Et si c'est pas ça, je vous engueulerai, d'accord? Parce que c'est pas négociable. C'est un argument d'autorité, c'est moi qui décide. Voilà, c'est comme ça, d'accord? Point. Bon, derrière l'argument d'autorité, il y a toute une série de raisons intellectuelles. Il marche. Merci. Donc, les arguments du livre. Trois parties. Inégalement lisibles. Très franchement, il y a des moments où il faut s'accrocher. Parce que le souci de précision et l'accumulation de documentation phénoménale que Cordier met noir sur blanc, alors, quand vous prenez des rapports de cette époque avec des pseudonymes qui ne sont pas toujours les mêmes, des abréviations, DMZ, Comac, bref, si vous n'avez pas déjà une chronologie précise qui vous permette d'y voir un peu clair, et je m'attacherai à vous la donner dans une vidéo traditionnelle de cours, hein, c'est parfois extrêmement abscon et au sens propre
roboratif. Roboratif, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses que c'est touffu et que il y a tellement d'interactions que il est parfois difficile de garder sa boussole. Mais la réalité est complexe. La réalité de cette période est abominablement complexe. Par contre, il y a quelques chapitres particulièrement limpides, et notamment ces chapitres d'introduction, et puis toute la biographie de Jean Moulin avant-guerre, qui se lisent d'un trait, sans avoir besoin de prendre des notes, et qui sont absolument passionnantes. Donc, première partie, une description donc du rôle de Jean Moulin, de son action entre jusqu'à l'arrestation et à sa disparition, avec des moments clés, et notamment la mission de Moulin en février 1943, où Jean Moulin apparaît comme celui qui achève de convaincre le général de Gaulle que pour exister aux yeux des Alliés, il a besoin, ce que ne voulaient pas les mouvements de résistance, d'intégrer autour de lui un certain nombre de partis politiques, de gens dont beaucoup estimaient, enfin beaucoup, c'était pas si nombreux que ça les résistants, enfin beaucoup parmi les résistants estimaient qu'ils étaient tous pourris, tous compromis dans la débâcle de 1940, et qu'il fallait que des forces de la résistance surgisse une organisation nouvelle. Mais ce que Moulin a perçu, c'est qu'à compter du moment où l'autorité du général de Gaulle était fortement combattue par les Britanniques et par les Américains. Vous trouverez dans ce livre des citations absolument explicites. Évidemment chez le président Roosevelt, mais aussi chez Churchill. Et il est clair et établi, et c'est un fait désormais non discutable, que tant Churchill, quelle qu'ait pu être son admiration pour De Gaulle, en tant qu'individu, mais que Roosevelt le trouvait insupportable et dangereux, et qu'ils ont tout fait dans la foulée du débarquement en Afrique du Nord pour que une autre solution soit trouvée, quitte à ce que cette solution s'appuie sur une forme de Vichy présentable qui serait basée à Alger. C'est le conflit entre De Gaulle et Giraud. Et donc, Moulin s'est engagé auprès de De Gaulle pour asseoir sa légitimité à lui obtenir le ralliement de la résistance en France, de l'ensemble de cette résistance. Et c'est en ce sens-là que le conflit entre Moulin et les mouvements de résistance, que, en tant qu'envoyé du général de Gaulle, ayant rang de ministre, il brimait, et qu'il pouvait encore plus brimer, puisque c'est lui qui centralisait, c'était sa mission,
les aides, et notamment les budgets clandestins à destination de cette résistance. Et c'est notamment la raison d'une divergence d'appréciation fondamentale entre les mouvements de zones dites libres, la belle blague, mais on va l'appeler comme ça pour simplifier, de zone sud, jusqu'en novembre 1942, et les mouvements de zone nord qui ne reconnaissaient pas l'autorité du général de Gaulle. Donc en février, Moulin apparaît aux yeux du général de Gaulle comme celui qui, en créant un conseil, un organisme centralisé de la résistance, qui le reconnaîtrait, lui, le général de Gaulle, comme le chef, conférerait à de Gaulle une autorité telle que toutes les manœuvres des Alliés pour écarter le général de Gaulle seraient vaines. Je conçois que cette problématique puisse paraître compliquée à des étudiants aujourd'hui, mais c'est l'essentiel. Comprenez bien qu'on est passé, au sens le plus large du terme, d'une nécessité militaire, c'était l'obsession avant novembre 1942 et le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, et après, à une exigence politique, faire en sorte que de Gaulle soit reconnu comme le chef de cette résistance. C'est tout l'enjeu de cette première partie. Elle fait quasiment 480 pages. Je ne vais pas les résumer, parce que par vidéo, ça n'a pas de sens. Mais comprenez bien quel est l'enjeu. La deuxième partie, après la trahison et la mort. Alors la mort de Jean Moulin, il faut bien en dire un mot. Arrêté le 21 juin 1943, dans une réunion où il a un assez long retard, qui était chez lui, ce qui n'était jamais chez lui le cas, à laquelle, par des biais compliqués, je ne vais pas rentrer dans ces détails, a été convié, ce qui est inadmissible dans la clandestinité, quelqu'un qui n'avait pas à être là, et dont on savait parfaitement bien qu'il avait été arrêté par les Allemands et qu'il était sorti quand même des services de sécurité allemands. Alors, il expliquait qu'il avait pu s'échapper du train qui le conduisait à Paris, mais enfin bon, tant que toutes les vérifications n'avaient pas été faites, ça pose des problèmes. Cet homme, René Hardy, étant proche de mouvements de résistance qui avaient du mal à supporter l'autorité de Jean Moulin, un certain nombre d'hypothèses sont permises, et comme par hasard, cet homme a pu s'échapper lors de la souricière du 21 juin 1943. Les témoins ont vu des policiers allemands lui tirer dessus, mais diront-ils à la Libération sans trop de conviction. Bref, René Hardy qui sera jugé
et Cordier accorde au procès Hardy une très grande importance dans sa troisième partie. Second argument, donc seconde partie du bouquin, l'héritage de Jean Moulin, c'est-à-dire en gros les relations entre De Gaulle et le Conseil national de la résistance, les conflits qu'il peut y avoir entre De Gaulle et les Alliés, notamment, pour ne prendre que cet exemple-là, sur le rôle militaire que cette résistance doit jouer au moment de la libération. Et Cordier pointe par exemple ce fait que les Alliés vont demander à cette résistance une quasi-insurrection généralisée, lors même que cette résistance dispose de très peu de munitions, de très peu d'armes, et que son rôle militaire supposé et prévu avait été au contraire défini comme devant localement, en soutien aux avancées de la libération, intervenir. Si bien que le patron des forces françaises de l'intérieur, le général Koenig, devra donner l'ordre à un moment donné, courant juin 1944, donc très très vite après le débarquement de Normandie, de bien vouloir calmer le jeu. Et le symbole ultime de tout cela sera le conflit sur l'insurrection parisienne à compter de la mi-août 1944. Et qui ensuite, lorsque De Gaulle arrivera à Paris, scellera de la manière que je vous ai décrite, et là-dessus Cordier donne des exemples extrêmement probants, qui fait que vous ne pouvez pas considérer que j'exagère en pointant le refus de Gaulle de proclamer la République. Pour De Gaulle, la résistance intérieure avait pour but et pour seul but d'asseoir son autorité à lui, Charles de Gaulle, sur les Alliés, pour qu'il soit reconnu comme le chef à la libération. Et Cordier montre, avec une certaine cruauté d'ailleurs, extrêmement corrosif, quand il veut, montre très bien en quoi les journées du 25 et du 26 août 1944 ont été pour le général de Gaulle une manière de faire payer au mouvement de résistance le refus entre 1940 et 1942 de le reconnaître. Et combien cela a été une forme de victoire posthume de Jean Moulin, à la nuance près de la question de la reconnaissance républicaine. Et si moi je me suis permis de prendre pour exemple probant le discours à l'hôtel de ville, où il ne proclame pas la République, Cordier cite des conversations précises avec Bidault, entre De Gaulle et Bidault, où Bidault et d'autres ont demandé instamment au général de Gaulle de bien vouloir proclamer la République, et de Gaulle leur a répondu par un gigantesque bras d'honneur, symbolique. Donc, ce n'est pas une interprétation personnelle. Quand je dis que c'est au balcon de l'hôtel de ville que De Gaulle n'a pas proclamé la 4e République, contrairement
aux exigences du Conseil national de la résistance, tout simplement parce que pour De Gaulle, le Conseil national de la résistance n'était qu'un organe consultatif et que dès lors qu'il y avait la libération, il fallait rétablir la légalité républicaine et que lui seul, Charles de Gaulle, était apte à la rétablir. Voilà, je ne rentre même pas dans d'autres débats sur telle ou telle force politique. À noter, dans le ralliement des politiques au général de Gaulle, l'importance structurelle des deux partis organisés dans la résistance, mais de manière différente. L'un tenant à autonomiser son rôle militaire avec les FTP, le Parti communiste, et l'autre, le Parti socialiste, décidant de se fondre dans des mouvements de résistance, à l'exception de Gaston Defferre et des réseaux Brutus, sous le pseudonyme de colonel d'Anvers, pour Gaston Defferre, et qui font que, pour bien des gens a posteriori, le Parti socialiste n'aura pas eu de résistance. C'est archi faux. Néanmoins, le ralliement de Léon Blum, à la condition que De Gaulle incarne les valeurs républicaines, a été un élément décisif. Et après Léon Blum, Édouard Herriot et d'autres qui se sont rapprochés du général de Gaulle. Troisième élément du résumé des arguments, l'analyse rétrospective de l'arrestation de Jean Moulin et les controverses, notamment à la suite des publications, des témoignages, des souvenirs et des analyses d'Henri Freinet. Ne vous méprenez pas, je ne devrais peut-être pas vous faire cette confidence-là, mais mon grand-père a hébergé pendant plusieurs mois Henri Freinet, en 1942. Et si je trouve pertinent les critiques posées par Cordier contre Freinet, ça ne signifie pas pour autant qu'il faille tenir le fondateur du mouvement Combat comme quelqu'un qui se serait sciemment trompé. C'est un euphémisme, et peut-être que si nous avons un jour la chance de nous voir en direct, je pourrais vous dire le fond de ma pensée sur le sujet. On vient donc à la troisième partie, les droits canoniques. Première partie, le projet historiographique. Deuxième partie, les arguments du bouquin. Je viens de les faire à la serpe, évidemment. Troisième partie, donc, de la fiche de lecture. Un exemple précis. Et là, moi, je prendrai la dichotomie, les deux figures de Moulin et de Brossolette, de Pierre Brossolette, à travers ce qu'on a appelé la mission Arquebuse-Brumaire. En gros, l'exemple pour trancher la question, est-ce que Jean Moulin, en zone libre, avait un alter ego en zone occupée qui aurait été Pierre Brossolette? Ou alors Brossolette, socialiste, journaliste, intellectuel, écœuré comme tant d'autres, enfin, pas tant d'autres, si seulement, écœuré comme tant d'autres parmi l'infime minorité qui a refusé la défaite et la capitulation qu'a symbolisé à compter de juin-juillet 40 la création d'un régime dont De Gaulle dira qu'il est nul et non avenu,
même si malheureusement il était soutenu par l'immense majorité des Français. Voilà. Je vous ai mis, enfin je vous mettrai, je vous ai mis en même temps qu'en ligne cette vidéo, je vous donnerai des documents, et notamment un article pour la Fondation Charles de Gaulle de l'historien Guillaume Piketty sur cette mission Arquebus-Brumaire, donc la mission confiée à Brossolette et au colonel Passy, au terme de laquelle, grosso modo, on a tendance à conclure que Brossolette était une forme d'alter ego de Jean Moulin, ce qui est manifestement faux. Et Cordier montre bien que pour Brossolette, il n'était pas question, au nom de la pureté de l'idéal de la résistance, d'inclure les vieux partis politiques, les syndicats, etc., pour rassembler la nation française sous l'autorité du général de Gaulle et donner, en quelque sorte, cette légitimité dont de Gaulle avait tant et tant besoin par rapport à Churchill et à Roosevelt, alors que Jean Moulin a été investi de cette mission et qu'il avait un pouvoir d'autorité, y compris sur Brossolette. Piketty donne des arguments sur le fait que, pour l'essentiel, la mission de Brossolette s'est déroulée pendant que Moulin était à Londres durant ce fameux mois de février 1943. Non. La réalité, c'est que Brossolette n'en a fait qu'à sa tête et pour apparaître comme le coordonnateur des mouvements de résistance en zone nord, choisit de s'affranchir des instructions données par De Gaulle. Ce que De Gaulle n'était pas homme à pardonner, il n'en demeure pas moins que le destin de Brossolette sera aussi tragique que celui de Jean Moulin, et qu'il trouvera donc la mort en se jetant par la fenêtre des locaux des services de sécurité du Reich à Paris. Voilà. Je n'insiste pas plus sur cet exemple, celui qui, moi, m'importe le plus, et qui fait que, finalement, pour quelqu'un extrêmement critique contre le général de Gaulle, que je suis, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand on évoquera d'autres sujets, là, mon cœur ne balance pas, et je suis, comme Daniel Cordier, un fan, pas un fan, totalement partisan de ceux qui ont compris la nécessité d'hommes d'État pour le général de Gaulle, pour être en mesure de continuer le combat et ne pas obtenir dans les faits un ralliement tactique d'une forme présentable de Vichy à Alger, qu'aurait incarné le général Giraud. C'est Moulin qui avait raison et Brossolette qui avait tort. Voilà. Cet exemple-là, je vous donnerai donc, je vous mets à disposition par écrit quelques éléments lacunaires, évidemment, mais si on rentre dans les détails, ça sera plusieurs centaines de pages, donc pas la peine, pour en plus ce qui n'est que le prologue à ce cours. Mais c'est en tout cas moi là-dessus que j'aurais pris un exemple avec toutes les
les dérives et toutes les analyses liées à ce que c'est qu'être résistant, la fierté peut-être, mais aussi le refus d'être spolié de son combat. Bon, c'est une histoire très compliquée. Conclusion, la portée des travaux de Cordier, irremplaçable, irremplaçable, irremplaçable. C'est une mine, c'est... Voilà. Et la difficulté, pour le comprendre, c'est qu'il faut peut-être déjà avoir une très sérieuse connaissance de l'histoire de cette période. Mais en tout cas, parfaitement éclairant sur le fait que ce qui s'est joué à la Libération en 1944, pour De Gaulle, était la continuité de tout le combat qu'avait mené Jean Moulin pour faire reconnaître le général de Gaulle comme chef de la résistance. Je m'arrête là, parce que 52 minutes maintenant de vidéo pour une fiche de lecture, ça fait un peu beaucoup. Je vous donnerai une liste de 4 ou 5 bouquins parmi lesquels vous choisirez pour votre fiche de lecture. Mais sur le plan de la méthode, je pense que cette vidéo vous permettra peut-être, non pas d'y voir clair, mais d'avoir compris ce que j'attends de cet exercice. Je vous en souhaite une bonne réception et bon courage.